10 000 nouveaux cas de cancer enregistrés chaque année avec un taux de décès de 70%. Le cancer est devenu un véritable problème de santé publique. Et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Thiané Ndiaye dans notre émission Entretien sur Women First TV, la télévision des femmes. Justement, nous allons parler de son ouvrage Malade du cancer, l'œil d'une patiente. Madame Thiané Ndiaye, bonjour et bienvenue sur Women First TV. Merci pour votre invitation. Donc, comme vous l'avez indiqué, je m'appelle Thiané Ndiaye et je suis professeure de philosophie, journaliste également. Madame, vous avez écrit un livre intitulé Malade du cancer, l'œil d'une patiente. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos motivations? Voilà, donc ce qui m'a motivée à écrire le livre, comme le titre l'indique d'ailleurs, l'œil d'une patiente, ça veut dire que moi-même, je suis patiente. Donc c'est pour montrer que la personne qui parle dans ce livre-là, c'est une personne qui est directement concernée par la maladie. Ce n'est pas des choses qu'on m'a racontées, c'est des choses que j'ai vécues moi-même. Voilà. Et donc par rapport à tous les problèmes que j'ai eu à rencontrer au niveau des structures sanitaires, j'ai aussi eu à assister aux problèmes d'autres malades qui ont aussi rencontré des problèmes assez difficiles au niveau des structures sanitaires. Donc c'est tout ça qui m'a motivée à écrire ce livre. Justement, vous allez donc nous parler de ces problèmes rencontrés au niveau des structures sanitaires. Voilà, donc le plus grand problème pour moi, c'est la communication. Donc on communique très mal sur la maladie. Généralement, quand on parle de cancer, on pense tout de suite à la mort. Et ça ne favorise pas les malades parce que quand vous avez le cancer et que votre entourage se dit que vous allez de toute façon mourir, donc personne n'a le courage d'injecter de l'argent dans cette maladie-là, alors qu'on sait que le cancer est une maladie qui coûte excessivement cher. Donc pour se soigner, il faut des millions. Et donc si on part avec l'idée que de toute façon le malade ou la malade va mourir, il est clair que son entourage n'est pas motivé pour injecter de l'argent dans la maladie. Justement, avant de parler de cet entourage au niveau de la famille, on va d'abord parler de l'accueil au niveau des structures sanitaires. Est-ce que l'accueil ne doit pas commencer par une approche psychologique de la part des médecins? Effectivement, parce que aussi la conception qu'on a du cancer de manière générale, c'est une conception assez terrible. Donc pour nous, cancer égale mort. Donc si on annonce une telle maladie à quelqu'un, je pense qu'il faut y mettre les formes. Mais tel n'est pas toujours le cas. Ou du moins pour la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc tu viens, le médecin te dit tu as telle maladie et on te laisse partir. Donc là, ça peut être lourd de conséquences. Donc quelqu'un qui psychologiquement n'est pas stable, etc., donc ça peut être lourd de conséquences. Donc le premier problème rencontré, c'est au niveau d'abord de l'approche, c'est-à-dire la manière dont on vous annonce la maladie. Voilà, donc il n'y a pas de soutien psychologique, il n'y a rien du tout. Alors qu'on devait même avoir quelqu'un, des psychologues conseils, quand on vous annonce la maladie, le malade devait tout de suite avoir un soutien psychologique. Mais tel n'est pas le cas. Donc le malade est laissé à lui-même. Et donc, au niveau des structures sanitaires, déjà, c'est un problème. Au niveau des familles, c'est un autre problème. Donc finalement, le malade porte lui-même tout le poids de la maladie et ça impacte négativement sur l'état de santé du malade. Voilà, donc maladie du cancer, l'œil d'une patiente, et la patiente est bien là devant nous. Donc vous êtes mieux placé pour nous expliquer comment vous avez appris la maladie. J'ai regardé un jour la télévision, c'était un mois d'octobre. Donc il y avait une émission sur la LISCA. Et donc la présidente de la LISCA donc expliquait donc les femmes doivent se tâter les seins de temps en temps s'il y a donc une boule, etc. Donc machinalement, je me suis mise à me tâter les seins et c'est ainsi que j'ai senti une boule au niveau du sein gauche. Donc ça m'a alertée, mais je me suis dit que voilà, peut-être que c'est psychologique, etc. Donc le temps a passé entre le moment où j'ai senti ça et le moment de la prise en charge. Parce qu'il faut dire aussi que le cancer, comme je l'ai dit tantôt, c'est une maladie qui coûte excessivement cher. Et donc en son temps, je n'avais pas les moyens de me prendre en charge. Rien que pour la mammographie, il faut débourser 40 000, 60 000, voire même 80 000. Mais comment avez-vous annoncé la nouvelle à votre famille? Voilà, donc une fois qu'on m'a
comment annoncer là, comment dire clairement que c'était le cancer. Donc, je n'avais pas d'autre choix que de dire ça aux membres de ma famille. Donc, vraiment, c'était difficile. Ils étaient désemparés. Ils pleurent par-ci, par-là. Finalement, c'est moi qui les consolais en leur disant que c'est une maladie comme une autre. Hein. Donc, je vais essayer de me soigner. Maintenant, si Dieu veut que je sorte vivante de cette maladie, je vais en sortir vivante. Dans le cas contraire, on ne pourra pas faire grand-chose. De toute façon, la volonté divine, personne ne peut la contrer. Moi, je suis restée 2 ans après avoir constaté ce nodule au niveau du sein. Parce que je n'avais pas les moyens de me prendre en charge. Maintenant, quand j'ai eu les moyens de me prendre en charge, et j'ai même dû faire un prêt bancaire pour me prendre en charge, donc je suis allée maintenant faire les examens qu'il fallait pour le dépistage. Et c'est maintenant, après ces examens-là, que le médecin m'a informé que effectivement c'était une tumeur maligne. Parce que s'il y a 2 types de tumeurs bénigne et tumeur maligne. Donc si la tumeur est bénigne, ça veut dire que ce n'est pas un cancer. Mais si la tumeur est maligne, ça veut dire que c'est un cancer. Et le médecin m'a dit, donc je suis venue dans son bureau ce jour-là avec tous les papiers. Il m'a dit, mais Tiane, est-ce que tu sais de quoi tu souffres? Je lui ai dit non, je suis justement là pour savoir de quoi je souffre. Il me dit, tu connais le cancer? J'ai dit, ah, j'en ai entendu parler. Il me dit, qu'est-ce que tu sais du cancer? Donc je lui ai dit ce que je sais du cancer. Donc il me taquinait, il me disait, mais toi, finalement, est-ce que tu n'es pas médecin? Tu en sais presque plus que moi. Donc on rigolait comme ça. Il me dit, c'est la maladie que tu as. J'ai dit, ah bon? Il me dit oui. Comme ça. Sans accompagnement psychologique? Sans rien du tout. J'étais seule avec le médecin. Donc après, il me dit, est-ce que tu as les moyens de te prendre en charge? Je dis, c'est une maladie qui coûte cher, etc. Je dis oui, mais bon, avec l'aide de Dieu, on va voir. Et ces instants, ce poids, comment tu l'as supporté, ce poids? J'avoue que mes premières pensées, comme je le dis aussi dans le livre, sont directement allées vers mes enfants. Donc j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles. Donc la grande avait juste 6 ans et la petite avait 3 ans. Donc mes premières pensées sont allées vers mes filles. Donc je me disais, moi aussi j'étais victime aussi de cette conception qu'on a généralement du cancer. Parce que la première question que je me suis posée, c'est que vont devenir mes filles si je meurs? C'est la première question que je me suis posée. Et il est clair que là, on est dans un état second. Voilà, donc, et il faut vraiment avoir une foi, une grande foi pour s'en sortir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce poids porté? C'est-à-dire, on croit toujours que dès l'instant qu'on a le cancer, on va vite vers la mort. Ça, c'est également un problème. Voilà, donc c'est un grand problème pour les malades. Et ça aussi, ce qui le motive, c'est un manque d'information par rapport à la maladie, mais aussi le taux de mortalité. Parce que comme vous l'avez dit dans votre introduction, 70% des malades meurent. C'est énorme. Donc c'est énorme. Quand 70% des malades meurent, on a l'impression que cancer égale mort. Et donc, étant donné aussi que la communication ne passe pas comme il se devrait, donc finalement, c'est une conception générale. Hein. Le Sénégalais lambda, généralement, il pense que quand vous avez le cancer, votre issue fatale, c'est la mort. Donc on voit une certaine contradiction, surtout au niveau de la sensibilisation. Surtout en octobre rose, on cherche toujours à sensibiliser les femmes. Venez vous faire dépister par-ci et par-là, alors que, au fait, il n'y a pas véritablement cette prise en charge totale sur le plan psychologique. On a le sentiment que la maladie du cancer n'existe qu'au mois d'octobre. Après le mois d'octobre, on sent très peu donc ces structures-là qui sensibilisent. Au niveau beaucoup de femmes qui souffrent de cette maladie-là viennent du monde rural. Parfois, il n'y a même pas d'électricité, il n'y a pas de télé, etc. Donc, elles ne sont pas informées par rapport à la maladie. Et pourtant, elles sont majoritaires, ces femmes qui vivent dans le monde rural. Maintenant, pour tous ces gens-là qui sont dans le monde rural, est-ce qu'ils ont l'information qu'il faut? Il est clair que non. Même à Dakar, tout le monde n'a pas l'information, à fortiori maintenant, dans le fin fond du Sénégal. Donc le premier problème, c'est de chercher à mettre sur pied une bonne politique d'information et de prise en charge. Oui, surtout l'information. Parce que quand vous avez l'information, je pense que c'est déjà un grand pas en avant.
Si tout le monde est informé par rapport à la maladie, je pense que c'est déjà un grand pas en avant. Mais c'est cette communication-là qui pose problème. Jusque dans les structures sanitaires, on communique très mal. Les malades sont désorientés. Donc vous venez à l'hôpital pour bénéficier d'un soutien, vous soulager un peu, mais vous sortez de l'hôpital avec davantage de problèmes finalement. Parce que vous êtes désorienté, on ne vous informe pas comme il faut, etc. Est-ce que ce n'est pas également ce manque de communication qui fait également qu'il y a une propagation de la maladie, d'autant plus qu'au début, l'individu peut sentir, la femme peut sentir quelques symptômes venir, d'autant plus qu'il n'y a pas la communication, la maladie a tendance à empirer et que, bon, finalement, c'est l'issue fatale, quoi. Voilà, justement, parce que aussi ce manque de communication aussi, ça a des conséquences négatives. Parce que l'une des conséquences, c'est qu'il y a une sorte de stigmatisation. Parce que les gens sont mal informés par rapport à la maladie. Donc ça aussi, c'est problématique. Et donc le malade, il est laissé, franchement, il est laissé à lui-même. Psychologiquement, il n'a pas de soutien. Financièrement, quand vous avez même du mal à dire aux membres de votre famille que vous souffrez de telle maladie parce que vous avez peur d'être stigmatisé, il est clair que vous-même, vous risquez de vous condamner à mort. Parce qu'on n'a pas toujours les moyens de se prendre en charge. C'est une maladie qui coûte excessivement cher. Vous l'avez dit vous-même, une maladie qui coûte excessivement cher et que tout le monde ne peut pas subvenir quand même, n'est-ce pas, à ses besoins pour se soigner. Bien que pour le dépistage, il faut entre 300 et 500 000. Et ça, donc, la personne qui donne ce chiffre-là, c'est une personne qui sait de quoi elle parle, parce que c'est la présidente de la LISCA, la Ligue sénégalaise contre le cancer. Donc, c'est entre 300 et 500 000 pour qu'on puisse vous dire si vous avez effectivement le cancer ou pas. Mais ça, est-ce que c'est à la portée d'une minorité de Sénégalais? Donc, Madame Tiané, pour mieux lutter contre le cancer du sein, est-ce qu'on ne devrait pas rendre gratuit la mammographie? Je pense qu'on devrait justement rendre la mammographie gratuite parce que c'est à partir de cet examen-là qu'on peut vous dire effectivement si vous avez le cancer ou pas. Donc si la mammographie n'est pas gratuite, est-ce que même si la chimio est gratuite, les femmes pourraient accéder à la chimio? Donc je ne tombe jamais d'accord sur cette question avec les membres de la LISCA parce qu'eux, ils ont fait un plaidoyer pour que la chimio soit gratuite. Mais moi, je leur dis tout le temps qu'il fallait aussi plaider pour que la mammo soit gratuite. Parce qu'avant d'accéder à la chimiothérapie, il faut faire la mammographie. Si la femme n'a pas les moyens de faire la mammographie, elle n'a aucune chance d'accéder à la chimiothérapie. Donc on ne peut pas passer à deux, sauter un, passer par deux. Et un, c'est la mammographie et deux, c'est la chimio. C'est ce que je leur dis tout le temps. Mais c'est franchement quelque chose de nécessaire. Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est un grand problème. Parce que comme j'ai déjà eu à le dire aussi, la mammographie coûte cher. C'est 40 000 dans les hôpitaux publics, 60 000, voire 80 000 dans les hôpitaux privés. Mieux même, il n'y a pas de mammographie dans tous les hôpitaux. Justement, et même dans les hôpitaux où il y a des mammographies, tout le temps, on vous dit que c'est en panne, etc. Ça aussi, ça pose problème. Parfois, tu veux une mammographie, mais il te faut patienter pendant des mois. Parfois, tu peux venir, on encaisse ton argent et on te dit finalement que c'est en panne. Il faut attendre la semaine prochaine, la semaine d'après, etc. Et durant tout ce temps, la maladie se développe. C'est clair, c'est clair. Et c'est la même chose aussi pour le scanner et d'autres examens aussi. J'ai même lu dans votre livre une mère qui a dit concrètement à sa fille que je ne peux pas te prendre en charge, d'autant plus que tu as le cancer et que tu es condamnée à mourir, donc ça n'en vaut plus la peine, pour parler aussi de l'entourage familial. Voilà, mais toujours aussi, ça revient toujours au problème de communication. Parce que la communication, parce que cette mère aussi qui dit ça à sa fille, elle pense que sa fille est condamnée à mort. Parce qu'elle aussi, dans sa tête, cancer égale mort. Et donc, elle a de l'argent, c'est une grande commerçante, mais elle dit clairement à sa fille, je ne vais pas injecter mes millions dans cette maladie-là, alors que, de toute façon, tu vas mourir. Et ça, c'est terrible. Si on ne peut plus compter sur sa propre mère, c'est terrible. Voilà. Tu parlais tout à l'heure donc de la question de stigmatisation. Là également, c'est un problème, un véritable problème que vivent les femmes qui souffrent du cancer de sein aussi. Et surtout les femmes qui souffrent du cancer du col de l'utérus, surtout. Voilà, parce que
c'est une maladie qui touche aussi bien l'utérus que le sein. C'est des membres assez sensibles chez la femme. Et donc, généralement, la femme qui est touchée, elle cache sa maladie à son entourage. Parfois, il y a des femmes dont même le mari ne sait pas que sa propre femme souffre du cancer. Donc, quand elles doivent aller donc, faire leurs soins, elles prétextent d'une sortie, etc. Je dois aller chez tel, etc. pour aller faire leurs soins. Mais pour une maladie qui est telle que le cancer, aussi chère que le cancer, qui nécessite surtout un soutien psychologique, parce que le fait d'avoir des soucis de stressé, donc ça accélère la maladie. Donc ça, les médecins le disent. Oui, justement, c'est parce qu'on a une conception donc assez particulière pour cette maladie, c'est-à-dire le cancer. Donc la première chose à faire, c'est de déconstruire ce mythe. Qui doit ou qui doivent déconstruire ce mythe? Ce sont les médecins eux-mêmes. Parce qu'eux, ils ont, je ne sais pas, voix au chapitre. Donc quand les médecins vous disent cette maladie-là, ce n'est pas une maladie grave, on peut la soigner comme toute autre maladie, mais ce travail-là, les médecins ne le font pas généralement. Voilà. Donc, eux-mêmes, ils n'ont même pas de temps. Ils n'ont même pas de temps à consacrer aux malades. Une fois, moi, j'allais pour honorer un rendez-vous, mais une dame d'une 60aine d'années est venue vers moi pour me dire qu'elle ne sait même pas comment prendre ses médicaments. Je lui ai dit, mais comment ça se fait? C'est le médecin qui vous a prescrit les médicaments. Mais il devait au moins vous dire, ce médecin-là, moi je n'ose même pas lui demander. Tellement il est arrogant, etc. Est-ce que cette situation n'est pas due au fait aussi qu'il n'y a pas assez de spécialistes pour le cancer de sang? Des médecins spécialistes, quoi. Oui, mais c'est vrai que c'est un problème. Mais pour moi, ça, c'est juste un prétexte. Parce que même s'il n'y a pas assez de médecins, mais le peu de médecins qu'on a, mais doivent faire preuve d'humanité. Quand vous recevez un malade, mais je pense que la moindre des choses, c'est de faire preuve de compassion, d'humanité. Même le plus petit enfant, il mérite le respect. Mais si vous traitez la personne d'une certaine manière, elle sort de votre bureau tellement désorientée que sa maladie va s'accélérer finalement. Surtout vu la gravité de la maladie, donc ces malades ont véritablement besoin quand même d'accompagnement psychologique de la part des médecins et de la part de l'entourage aussi. Bon, tiens, parlons maintenant de la chimiothérapie. On dit que la chimiothérapie est gratuite. Oui, c'est ce qu'on dit. Et la chimiothérapie, comme je l'ai dit dans le livre, c'est le nerf de la guerre. Parce que tout repose finalement autour de la chimiothérapie. Si la chimiothérapie fonctionne, ça veut dire que le reste peut fonctionner. Donc c'est le grand problème. Mais la chimiothérapie aussi, elle coûte excessivement cher. Donc c'est des millions. Et même dans la chimiothérapie, c'est toujours le tâtonnement. Parce que le cancer aussi, il y a une réalité, c'est que personne ne peut vous dire que les causes, c'est telle cause, telle cause, telle cause. Voilà. Donc jusque-là, on tâtonne dans les causes. Et si on tâtonne dans les causes, ça veut dire qu'on va aussi tâtonner dans le traitement. Donc parfois, on vous fait un protocole, un ensemble de médicaments que vous prenez. Ça dépend, avec une certaine régularité définie par le médecin. Maintenant, il arrive que ce protocole-là ne fonctionne pas. Donc moi, une fois, j'ai rencontré une dame mais qui hurlait, qui disait au médecin, je ne veux plus être consultée ni être soignée. Mais laissez-moi mourir parce que mes enfants sont en train d'être ruinés par cette maladie-là. Donc cette dame-là, elle en était à son 27e protocole. Donc la chimiothérapie, finalement, n'est pas gratuite, comme on le dit. Donc, on dit que c'est gratuit, mais le problème qui se pose surtout, c'est que les médicaments ne sont jamais disponibles. Et aujourd'hui, plus que jamais, les malades sont dans des difficultés. Parce qu'avant, donc quand vous aviez le cancer, votre entourage le savait, donc chacun vous aidait financièrement. Si vous allez à l'hôpital, les médicaments ne sont pas disponibles, vous allez à la pharmacie acheter. Mais aujourd'hui, quand on dit les médicaments sont gratuits, mais qui va continuer à injecter son argent dans des millions dans cette maladie-là? Personne. Maintenant, si vous venez à l'hôpital, tout le temps, on vous dit que les médicaments sont en rupture. Éternellement en rupture. Et si on vous dit c'est en rupture, qu'est-ce que vous allez faire? Vous retournez tranquillement chez vous. Et si vous restez 2 semaines ou plus sans prendre le traitement, vous serez obligé de reprendre tout le traitement, depuis le début. Avec tout ce que cela comporte comme dépenses, les analyses, les scanners, etc.
Donc finalement, ça devient une maladie quand même très coûteuse. Et par rapport toujours à la chimiothérapie, il y a des effets secondaires quand même. Terrible parfois, parce que déjà, le premier effet secondaire, c'est que pour une femme, vous n'avez plus de cheveux. Voilà, donc vos cheveux tombent déjà. Donc parfois, vous voyez vos veines là qui se noircissent sous vos yeux, les ongles. Vous ne pouvez rien faire par vous-même, ni faire la lessive, ni rien du tout. Donc si on est dans des villes comme Dakar, ça peut passer. Parce que si tu ne peux pas faire la lessive, tu as les moyens, tu peux prendre quelqu'un d'autre pour faire ça. Mais imaginez dans les villages. Donc les malades qui vivent dans les villages, comment elles font, ces femmes-là, pour se prendre en charge, pour faire leur lessive, pour faire les travaux domestiques, etc. Donc parfois c'est difficile, c'est très difficile. Et donc surtout si aussi c'est un cancer par exemple du col de l'utérus. Donc beaucoup de femmes sont abandonnées par leur mari parce qu'elles ont le cancer du col de l'utérus. On va justement en parler parce que si on a le cancer de sein, d'habitude le sein peut être amputé, comme on dit. Maintenant, comment vivre ça par rapport à la vie conjugale aussi? Vous savez que bon, les seins font partie des membres les plus intimes et les plus importants de la femme. Ça aussi, ça peut causer problème. J'ai lu dans votre livre quelques passages qui parlent véritablement de cela. Voilà, donc justement j'en parle parce que le sein aussi, c'est une marque de féminité chez la femme. Ouais. Donc si on vous ampute un sein, et parfois même deux, il y a des femmes qui ont perdu leurs deux seins parce que les deux ont été touchés par le cancer. Donc finalement, psychologiquement, ça peut vous affecter. Par exemple, si vous n'avez pas un mari qui vous soutient psychologiquement, donc vous avez l'impression que vous n'êtes même plus une femme. Et ça, beaucoup de femmes le disent. Donc même les femmes qui bénéficient du soutien financier de leur mari le disent. Donc certes, le soutien financier, c'est quelque chose d'essentiel, mais le soutien moral aussi est tout aussi essentiel, ou même plus encore. Parce que on vous donne de l'argent chaque fois que vous devez aller à l'hôpital, mais en contrepartie, vous sentez que votre mari ne vous regarde même plus comme une femme. Voilà. Donc c'est une partie de la féminité qui s'en va. C'est ça. Mais moi, je me dis toujours que, pour moi, la femme ne peut pas être réduite à un organe. Si on doit réduire la femme à un sein, une jambe, un bras, etc., pour moi, ça ne va plus. Voilà. Vu le poids que la femme porte, est-ce que ce que l'on peut appeler l'approche psychologique, en d'autres termes, le soutien psychologique et moral, ne doit pas accompagner la femme durant la maladie, mais aussi surtout après la maladie, c'est-à-dire une fois guérie aussi? On pense qu'une fois guérie, donc c'est fini, le problème est terminé. Mais donc sur ce plan, d'autres pays procèdent autrement. Par exemple, la France, donc le soutien psychologique est continuel. Parce qu'on sait que si vous avez perdu un sein, etc., donc psychologiquement, vous pouvez être atteinte. La femme peut être atteinte si elle perd un organe aussi sensible que le sein, etc. Donc la prise en charge psychologique est continue par rapport à nous. Vous n'avez même pas durant donc, le traitement, a fortiori maintenant après le traitement. On va revenir au niveau de l'entourage. Cette stigmatisation n'est pas seulement par rapport aussi au mari, mais à l'entourage, à la belle famille. Oui, mais moi je pense que la personne qui doit plus vous soutenir, c'est la personne qui est le plus proche de vous et c'est votre mari. Si votre mari vous soutient, je pense qu'il y a vraiment 80% du poids qui s'envole. Voilà. Maintenant, le reste, on peut le gérer. Mais si cette personne-là, qui est la principale concernée, ne vous soutient pas, donc vous êtes fragilisé, forcément. Forcément, vous êtes fragilisé. Est-ce que vous avez rencontré, par exemple, des organisations ou des organismes qui ont apporté un soutien pour soutenir les femmes qui souffrent d'un cancer de sein ou du col de l'utérus? Voilà, donc la LISCA, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc j'en parle aussi dans le livre. Vraiment, c'est un organisme qui soutient beaucoup les femmes par rapport au cancer du sein. Moi-même, j'ai eu à bénéficier de leur soutien. Et lorsque on procédait au lancement du livre, le lancement du livre a même été organisé au niveau de la LISCA. Vraiment, ils apportent beaucoup de soutien aux femmes par rapport au cancer du sein, au cancer du col de l'utérus.
Est-ce que vous croyez que, par exemple, c'est suffisant? Je veux dire, le ministère de la Santé ou bien certains organismes issus même de notre pays, n'est-ce pas, ne doivent pas en faire autant pour mieux aider les femmes? L'État est directement concerné. Parce que, comme vous l'avez dit, le cancer est devenu un véritable problème de santé publique. Donc, une maladie qui enregistre 10 000 voire plus de cas par an, 70% de décès, ça c'est un véritable problème de santé publique. Donc l'État forcément doit être impliqué. Mais cette implication de l'État, voilà, l'État est impliqué, mais pas au niveau qu'on aurait souhaité, franchement. Parce que moi, personnellement, moi qui vous parle, au début j'ai eu à écrire au ministère de la Santé pour bénéficier d'un soutien financier, etc., pour la prise en charge de la maladie. Mais jusque-là, je n'ai même pas eu de réponse. Donc finalement aussi, le problème aussi de notre pays, c'est que tout est politisé. Voilà. Donc si vous êtes proche d'un tel, vous pouvez accéder à ces aides-là, mais si vous n'avez pas le bras long comme on dit, donc vous êtes laissé à vous-même. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes dans notre émission Entretien et nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Thiané Ndiaye. Elle est écrivaine et professeure de philosophie. Justement, nous parlons de son ouvrage Maladie du cancer, l'œil d'une patiente. Madame Thiané Ndiaye, on va revenir sur l'accueil au niveau des structures sanitaires. Parlons, disons, plutôt la prise en charge. Voilà, donc par rapport à la prise en charge aussi, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Moi, je vais prendre mon cas personnellement parce que moi, après la chimiothérapie, j'ai eu à subir une intervention chirurgicale. Donc, il fallait m'amputer carrément le sein. Et donc, lorsqu'on m'a programmé pour ça, le médecin a fait le travail qu'il fallait. Et ensuite, il revenait aux infirmiers de prendre le relais pour les pansements. Mais le problème qui s'est posé, c'est que les pansements n'ont pas été bien faits. Donc du coup, il y a eu une infection. Et cette infection-là a failli me coûter la vie. Donc, la structure sanitaire où j'ai subi l'intervention chirurgicale, c'est l'hôpital militaire de Ouakam. Et donc je le dis dans le livre, je dis quand la rigueur militaire ne s'appelle pas au laxisme. Parce que quand on dit hôpital militaire, donc tout de suite, on pense à la rigueur des militaires. Parce que moi, j'avais la possibilité d'aller dans d'autres structures sanitaires, mais je me suis dit non. Donc HMO, c'est un hôpital militaire, donc forcément, il y a la rigueur. Mais malheureusement, j'ai été déçue à ce niveau. Et ça a failli me coûter la vie. Parce que les pansements étaient très mal faits. La régularité normale n'était pas respectée. Je devais passer au niveau de cet hôpital une semaine tout au plus. Finalement, j'y ai passé 1 mois avec tout ce que cela comporte comme tracasserie, comme douleur, comme dépenses, etc. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un certain laxisme de la part des médecins, de la part également des hôpitaux. Mais surtout de la part des infirmiers. Mais aussi, il faut aussi, on ne peut pas aussi laisser des gens comme ça, sans surveillance, sans rien du tout. Donc moi, je me rappelle, il y a un jour, moi je croyais que ce jour-là, je n'allais pas passer la nuit. Tellement les douleurs étaient vives, il y avait ma soeur avec qui j'étais, qui montait pour les retrouver à l'étage, pour leur demander de venir voir, de me faire le pansement, parce que là, je souffrais atrocement. Mais pour avoir ce pansement-là, il m'a fallu patienter 4 heures de temps. Alors que je souffrais de douleur, je me tordais de douleur. Mais 4 heures de temps, ma soeur qui montait, qui descendait. Ils étaient là en train de discuter, de rigoler, de prendre leur petit déjeuner, etc. Voilà, là, je crois que vous avez soulevé un problème récurrent dans pratiquement tous les hôpitaux et c'est ce que, généralement, ce que tout le monde constate. Malheureusement, malheureusement. Donc malheureusement, moi je me dis que c'est finalement la personne humaine à qui on nie même sa dignité. Franchement. Parce qu'une personne, même une personne qui n'a rien du tout, si elle vient vers vous, mais vous devez avoir un certain comportement. A fortiori maintenant, un malade qui souffre. Mais il n'y a aucune compassion pour la plupart de ces gens-là. Ils n'ont aucune compassion par rapport aux malades. Et moi, j'ai poussé même plus loin parce que moi, je me suis demandé, mais sur quelle base ces gens-là sont embauchés? Parce que aussi, je me dis que tout le monde n'est pas fait pour servir à l'hôpital. Pour servir à l'hôpital, il faut vraiment avoir
voilà, un cœur assez, je ne sais pas comment dirais-je. Le problème est plus loin que ça, surtout qu'ils prêtent serment d'habitude avant d'intégrer les hôpitaux aussi. Parce que, voilà. Donc leur serment, c'est qu'ils vont tout faire pour que le malade se sente bien. Mais est-ce qu'en réalité, c'est ce qui se fait au niveau des structures sanitaires? Et quand tu poses la question aux autres malades, finalement, c'est comme si c'était tous les hôpitaux. Parce que moi, je me soigne depuis 2014, donc ça fait 7 ans maintenant, et j'ai eu à faire le tour des hôpitaux pratiquement. Mais partout où tu vas, tu retrouves les mêmes problèmes. Un accueil chaotique, une prise en charge qui pose problème. Partout, c'est presque la même chose. Oui, c'est vrai, parce que dans votre ouvrage, je vous ai vu citer autant d'hôpitaux et toujours le même scénario. Vraiment, on ne sait même plus où chercher la racine du mal. À un moment donné, on dit que ce que l'on peut appeler la foi est plus forte que la raison et que cette foi nous rassure davantage. Est-ce que tu n'étais pas dans cette posture philosophique? En tout cas, moi, dans cette maladie-là, moi, je reste convaincue que c'est la foi qui m'a sauvée. C'est ma conviction. Parce que comme on dit, lorsque vous êtes affolé, vous êtes stressé, donc la maladie s'accélère. Mais quand vous avez cette foi-là de tout remettre entre les mains de Dieu, personne ne décide de tomber malade. Voilà. Si on pouvait décider de tomber malade ou de ne pas tomber malade, je pense que personne n'allait tomber malade. Mais c'est une décision de Dieu. C'est la volonté divine qui s'exécute. On ne peut rien faire contre ça. Maintenant, on prend tout, on remet tout entre les mains de Dieu. Je pense que ça nous enlève un poids et ça nous empêche de nous stresser au point d'accélérer la maladie. Et moi, franchement, je reste convaincue. Et moi, je suis comme ça. Hein. Moi, habituellement, naturellement, je suis une personne sereine. Je m'affole rarement. Moi, je suis comme ça. Et ça, je pense que ça a été quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Et je l'ai su bien après, parce que j'ai eu à discuter avec des femmes qui prenaient en charge psychologiquement les malades, parfois au niveau de la LISCA, etc. Donc, et ces femmes-là, ces assistantes sociales, c'était des assistantes sociales, elles m'ont dit qu'elles ont fait un constat. 15 ans, 20 ans de pratique, elles ont fait un constat. Donc, à savoir que les malades qui, généralement, donc, ne stressent pas par rapport à la maladie, qui font preuve d'une grande foi, ce sont les malades-là qui s'en sortent. Mais généralement, les malades qui ont peur, etc., ils décèdent. Et ça, elles disent que c'est un constat qu'elles ont fait pendant leurs 20 à 25 ans de pratique. Les malades en zone rurale, est-ce que ces femmes, est-ce qu'elles ne souffrent pas plus, d'autant plus que là aussi elles sont plus fatiguées par rapport à l'accès aux soins? Justement. Donc, parce que aussi le cancer n'est pris en charge qu'au niveau de Dakar. Dans les régions, il n'y a pas de prise en charge. Et le grand problème qui se pose, je le dis aussi, j'en parle aussi, c'est que les structures sanitaires régionales, quand le malade a, donc, par exemple, un kyste, etc., au lieu de l'orienter directement à Dakar, mais ils retiennent le malade. Ils disent c'est juste un kyste, etc. Donc il faut faire tel examen. Et plus tu restes sans te traiter, plus la maladie évolue. Et finalement, quand le malade est orienté vers Dakar, c'est déjà trop tard. Les médecins qui sont à Dakar ne peuvent rien faire. Donc vous perdez votre argent, mais en fin de compte, vous allez mourir. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de dire également que beaucoup de femmes meurent parce qu'elles n'ont pas aussi les moyens de se soigner? Justement, j'en parle. Parce que le cancer, c'est une maladie onéreuse. Hein? Si vous n'avez pas les moyens de vous prendre en charge, non, mais vous avez 99% de chances de mourir. Parce que comme je le dis, la chimiothérapie, c'est le nerf de la guerre. Sans chimiothérapie, vous ne pouvez pas vous en sortir et la chimiothérapie coûte des millions. Parfois, une seule séance de chimiothérapie peut vous coûter plus d'1 million. Parfois, une seule séance. Qu'avez-vous à dire aux malades, les femmes qui sont malades, qui sont parfois découragées, déprimées? Ce n'est pas évident, surtout que on revient encore sur le sujet, la communication ne passe pas comme il se devrait. Ce n'est pas évident. Donc quand on a le cancer, franchement, la première chose à laquelle on pense, c'est la mort. Voilà. Donc il faudrait que la communication donc, puisse être accentuée pour que tout le monde, de manière générale, sache que
le cancer n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce qu'on a le cancer que fatalement on va mourir. Il y a des gens qui s'en sortent et pour s'en sortir, il faut que la maladie soit prise en charge très tôt. Ce qu'on fait rarement au Sénégal, parce qu'au Sénégal aussi, avec la stigmatisation, quand on souffre d'une maladie, on se cache, etc. On n'en parle pas dans notre entourage par peur d'être stigmatisé. Et le cancer, ce n'est pas une maladie qu'on cache. Si on cache cette maladie-là, on se condamne soi-même à mort. Si on cache cette maladie, c'est dû aussi, comme vous l'avez dit, à nos réalités socio-culturelles aussi. C'est ça aussi, malheureusement. Et ça, quand on parle de culture, la culture, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à remettre en cause. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est ancré en nous et finalement, c'est problématique. Hein? Tiens, votre mot de fin, s'il vous plaît. Voilà, donc surtout moi, lancer un message voilà, d'espoir aux malades. C'est l'une des raisons fondamentales qui m'ont motivée à écrire ce livre. Parce que moi-même, j'ai été victime de cette conception de la maladie, que cancer rime forcément avec mort. Et je me suis rendu compte aussi en discutant avec les malades, donc, que ces malades-là aussi avaient la même conception de la maladie. Donc voilà, non seulement parler des problèmes, parce que ça aussi, ça me tenait à cœur, parce que j'ai assisté à tellement de problèmes, tellement de choses injustes que je me suis dit, je ne peux pas taire toutes ces souffrances-là. J'en serais à la limite complice. Il fallait que j'en parle pour que voilà, les gens soient au courant des tracasseries auxquelles les malades sont confrontés au niveau des structures sanitaires. Mais j'ai tenu aussi à lancer un message d'espoir pour dire à ces malades-là que c'est toujours possible. Que le cancer ne rime pas forcément avec la mort, qu'on peut s'en sortir, c'est possible, et que pour ça, il faut juste se battre, se soigner pour s'en sortir. Voilà, c'est émouvant, mais il faudrait saluer le courage et les témoignages de Mme Thiané Ndiaye, ce qui est particulièrement rare chez nous, voir quelqu'un qui parle de sa maladie publiquement. Donc son initiative est aussi à saluer. Une manière de dire également aux malades du cancer de ne pas se décourager et de se dire que tout est possible. L'essentiel, c'est de se prendre en charge, d'avoir la foi et d'avoir une force intérieure pour aller vers les structures sanitaires. Je vous rappelle que nous étions dans notre émission Entretien et nous avions l'honneur de recevoir Mme Thiané Ndiaye qui a écrit un livre en malade du cancer, l'œil d'une patiente, dans notre émission Entretien ici sur Women First TV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement sur Women First TV, la télévision des femmes, pour un autre numéro d'entretien.